services et politiques de droit et services de santé reproductive. ADBI a plus de 20 ans d'expérience dans tout un domaine technique, y compris la planification stratégique, l'engagement de la société civile, la traduction des données, les données factuelles et les conclusions sur les décisions prises par les donateurs et les politiques. Enfin, nous avons avec nous Madame Poonam Mutreja, qui est le directeur exécutif de PFE Population Foundation in India. Elle s'occupe de la stratégie notamment. Elle a plus de 40 ans d'expérience dans le développement et a mis sur pied un grand nombre d'ONG, ce qui contribue au travail de politique et de plaidoyer. Je vous demande d'inviter nos panélistes à prendre l'écran. Je vais vous applaudir virtuellement puisque vous ne pouvez pas voir tous ceux qui sont là. Nous avons un dialogue et nous vous encourageons tous à commencer à poser des questions dans la fenêtre de chat. Excellent. Je vois Poonam, ADBI et voici le Dr Gifty également. Bonjour à tous. Bonjour. Merci encore d'être parmi nous aujourd'hui. Nous allons commencer par une question pour vous, ADBI, pour démarrer et nous aider à réfléchir au rôle de la société civile dans ces processus. Quelles sont trois des grandes leçons tirées de votre rôle à l'appui de la société civile et pour forger la politique de planification familiale et de santé reproductive au niveau national et infranational? Je vous donne la parole. Merci, Amy. Je tiens à remercier mes collègues de FP 2030, de Knowledge Success, de m'avoir offert cette opportunité de parler du travail du PAI de par le monde pour renforcer l'accès et garantir la soutenabilité, la pérennité de l'accès aux services de planification familiale et de santé reproductive. Grâce à un financement généreux de la Fondation Bill et Melinda Gates, nous avons commencé nos travaux en 2019 et nous travaillons de concert avec nos partenaires de la société civile au Burkina Faso, au Ghana, au Kenya, au Nigeria, en Ouganda et en Zambie, afin de faire de grands progrès sur cette question essentielle, que la planification familiale soit un des éléments clés de la couverture sanitaire universelle. Les premières données factuelles en la matière indiquent que les plaidoyers au niveau de la société civile et les rôles et la responsabilisation sont des éléments cruciaux pour le succès de nos efforts. Les enseignements principaux que nous tirons des résultats, ce sont ces trois éléments. Tout d'abord, le plaidoyer doit être de nature stratégique. Deuxièmement, les coalitions sont essentielles. Troisièmement, les actions doivent être ancrées dans des données factuelles. Ce qui veut dire que nos partenaires ancrent leur stratégie dans le travail général. SMART, qui veut dire le programme SMART, qui est un programme de données mesurées dans un cadre temporel précis. Cela permet d'examiner les choses dans un contexte financier, technique et stratégique, tout en se donnant suffisamment de souplesse pour modifier les facteurs selon les besoins. Cela aide les partenaires à améliorer et à appuyer leurs efforts de leurs objectifs dans le contexte de la couverture santé universelle et d'aider les décideurs en la matière et de leur donner les informations pour qu'ils prennent les meilleures décisions. Nos partenaires ont pu créer des points communs qui ont permis une meilleure compréhension du paysage de la couverture sanitaire universelle pour que les politiques soient les plus efficaces. Donc, deuxièmement, les coalitions sont d'importance critique. Nos partenaires, dès le début, ont essayé de créer une coalition en commençant par les agences des gouvernements, ce qui est absolument crucial pour le processus, et à intégrer d'autres parties prenantes essentielles, des organisations non gouvernementales, le secteur privé et d'autres organisations de la société civile du pays qui représentent des groupes démographiques
démographiques importantes, notamment les groupes menés par les jeunes. Cette vaste coalition a été constituée de manière stratégique en leur présentant le concept de couverture sanitaire universelle avec des séminaires, des réunions traditionnelles, des dialogues et avec une perception commune du processus de couverture sanitaire universelle comme processus, nos partenaires peuvent s'organiser d'une manière qui leur permet de travailler avec des groupes consultatifs ou des groupes techniques. Les discussions de ces instances vont informer les éléments clés des différents éléments de la couverture sanitaire universelle. Cela indique aussi au gouvernement l'importance de la représentation de la société civile et de son soutien dans le processus, ainsi que l'inclusion partie prenante essentielle pour veiller à des politiques qui sont plus robustes et plus inclusives. Enfin, et non des moindres, ces actions doivent être ancrées dans les données factuelles. Nos partenaires investissent fortement dans ce maintien de la compétence et de l'efficacité des infrastructures pour eux-mêmes, mais ils travaillent également avec des experts reconnus qui concrétisent ces concepts en format accessible. Encore une fois, les ateliers, les séminaires dont j'ai fait mention. Ces formats offrent un partage, un système d'éducation partagé et permettent des discussions de politique qui deviennent une planification politique formelle. L'inclusion d'approches ancrées sur les données factuelles aide au niveau de la stratégie et facilite l'engagement. Ces trois enseignements sont essentiels pour le processus. Pour la formulation de la politique, ce n'est qu'un début et il y a énormément à faire pour que la couverture sanitaire universelle soit une réalité pour l'homme de la rue. J'aimerais vous décrire le processus pour obtenir la couverture sanitaire universelle. Les gens doivent pouvoir travailler. Cela va exiger des efforts de plaidoyer pour que les efforts se poursuivent et ainsi qu'une responsabilisation pour que les choses restent sur la bonne voie. Et qui peut mieux en donner exemple que les organisations de la société civile? Je vous remercie, Amy, et je vous redonne la parole. Merci, excellent. C'est la première fois que je vous vois utiliser cette analogie. Je devrais cesser de dire que c'est un processus de longue haleine. Je vais dire que c'est un processus, c'est un marathon et il y aura quelques sprints ici et là. Il est bon d'entendre ce que vous nous avez dit et d'entendre. Nous allons continuer maintenant avec Poonam. Merci d'être avec nous, Poonam. Poonam, une question pour What are the vous gaps and concernant opportunities que for vous observez? integrating Quelles family sont les planning carences et in opportunités pour UHC l'intégration de la during the planification design of familiale universal health dans coverage policies la in your couverture country sanitaire and universelle context? Thank you. dans le contexte de votre pays? There you go. We can hear you now. Thank you, and it's an absolute pleasure and honor. Merci, c'est un immense plaisir, un grand honneur pour moi d'être avec vous dans le cadre de ce travail. Il y a tant d'ONG qui travaillent sur ce groupe, surtout FP 2020 qui maintenant est en sprint jusqu'à 2030. Je suis donc ravi d'avoir été invité à parler aujourd'hui. Nous faisons partie du groupe d'engagement des pays mené par le FNUAP à Delhi. Les lacunes au niveau des systèmes de santé primaire pour ce qui concerne la couverture sanitaire universelle ne concerne pas simplement la question de la couverture. Il s'agit d'une démarginalisation, d'une autonomisation et d'un choix de répondre aux besoins non satisfaits en termes de planification familiale qui, nous savons, c'est un processus de long terme, mais peut être accéléré par les efforts du gouvernement visant à assurer cette couverture sanitaire universelle et bien sûr les efforts de tous ceux d'entre nous qui travaillons avec le gouvernement, l'amélioration de la planification familiale et des services y afférents, ainsi que la couverture et les résultats dépend de l'accessibilité, de la capacity of the health workers to deliver quality des travailleurs du secteur qualité axée sur l'humain.
donc renforcer le système de santé dans son ensemble, privé mais public, aussi permettra également d'atteindre nos objectifs en termes de planification familiale. Une des grandes lacunes se situe au niveau du manque de compréhension des déterminants sociaux, en particulier au niveau des dirigeants politiques, des décideurs et des fonctionnaires du secteur santé ainsi que des prestataires. Donc, à l'extérieur des systèmes de santé, il y a les normes de genre, il y a les questions de santé de la femme et les questions des choix des femmes. Ce n'est pas toujours pris en considération au niveau de l'élaboration et de la mise en œuvre des programmes. Et pour faire face à ces disparités en termes de santé, cela veut dire que l'on peut identifier aussi les déterminants sociaux, en particulier au niveau de la planification familiale. Par exemple, la pratique des mariages précoces en Inde, en Asie, dans bien des régions du monde, est un des moteurs, un des facteurs des grossesses précoces et peuvent porter préjudice tant à la mère qu'à l'enfant. Il faut leur donner des informations sur les résultats de santé dans les deux cas. La planification familiale et l'expérience en la matière permet de déterminer les raisons qui permettront de mieux forger les politiques et les programmes, leurs perspectives et d'établir un ordre de priorité et le financement des prestations de services. L'affectation des financements est une lacune considérable sur laquelle j'aimerais mettre l'accent encore et encore. L'investissement dans l'éducation de la santé, notamment les communications, font la promotion de la prise en charge personnelle, l'amélioration des capacités permet de prendre en charge la santé est absolument essentielle. Je suis personnellement convaincu qu'un investissement, un renforcement, une expansion des choix, notamment au niveau des différentes méthodes modernes, permettrait d'aider, étant donné le nombre considérable de jeunes et leur profil démographique en Inde, où il y a une vaste population en âge de reproduction. Et enfin, la non-disponibilité de données. Nous devons reconnaître que nous ne pouvons pas résoudre les problèmes si nous ne les comprenons pas. Et je me réjouis de l'évaluation des engagements pour 2030 qui nous a été communiqué par EMI, car avoir un groupe de systèmes de gestion qui soutient la planification familiale et les programmes est absolument crucial pour atteindre nos objectifs. Les données doivent être disponibles à grande échelle dans les zones plus isolées pour les populations de migrants, de réfugiés, pour les femmes, les adolescents et d'autres groupes de population. C'est une carence énorme qu'il faut résoudre, même au niveau des déterminants sociaux. Il nous faut des données correctes sur les inégalités qui existent entre les groupes de population au lieu de tirer un petit peu au hasard, et l'ODD qui consiste à ne laisser personne à la traîne est quelque chose que nous devons impérativement respecter et commencer à nous concentrer davantage sur la dernière ligne droite, au lieu de nous donner des horizons de 2020, 2030, 2050. Il va de soi que le manque d'informations au niveau des communautés est un autre problème, au niveau des comportements sanitaires, la responsabilisation, les obligations, l'implication des hommes. Au niveau de la planification familiale, il ne faut pas oublier que ce n'est pas une question simplement qui concerne les femmes, c'est aussi une question qui concerne les hommes et c'est une question qui concerne la société dans son ensemble. Et les hommes doivent assumer une responsabilité. Il y a cette carence énorme et nous en sommes très conscients. Et il y a des mythes, il y a des erreurs dans la conception concernant la planification familiale et malgré des efforts considérables en Inde,
et le soutien qui est fourni en termes de planification familiale et de questions démographiques, il y a des tentatives d'imposer des politiques coercitives qui débouchent sur une promotion de la liberté, du choix et des approches fondées sur les données factuelles. Le ministère de la Santé reproductive et la planification familiale ont publié une déclaration qui parlait de la norme d'avoir 2 enfants et que la politique représente un grand défi et que cela représente aussi une distraction. Merci, merci. J'ai noté plusieurs observations très importantes, mais j'ai entendu les connexions entre les données, les informations et j'apprécie aussi le fait que vous avez parlé de l'importance du choix. Il faut aussi non seulement avoir un programme qui marche en vertical, mais aussi de travailler pour identifier les lacunes dans le système, les lacunes de financement, parce que tout cela fait partie des changements importants et de déterminer le positionnement de chaque élément dans le programme général. Maintenant, je vais passer la parole à la docteure Gifty du FNUAP. Je vais vous demander de parler des exemples pratiques sur l'intégration de la planification familiale dans la couverture santé universelle. Je sais que vous avez beaucoup de données, beaucoup d'informations avec le FNUAP. À vous. Merci beaucoup, Amy, et merci de nous avoir accordé l'occasion de participer à ce dialogue concerté. Bonjour à tous les amis. Nous croyons à FNUAP que chaque fille, peu importe son âge, son parcours, son éducation, devrait avoir l'opportunité de s'épanouir et elle devrait voir l'autonomie de prendre des choix pour elle-même et pour son avenir. Chaque femme doit avoir accès aux soins de santé, de la planification familiale et de la santé reproductive. Cela peut transformer non seulement la vie des femmes et des filles, mais la vie des familles et le futur des pays. Donc, je vais souligner 3 points importants. Vous avez parlé des points d'entrée. Je vais parler de quelques exemples spécifiques des points d'entrée qui sont basés sur nos expériences avec nos partenaires et avec les pays. Tout d'abord, il faut avoir les données probantes et les preuves de l'intégration de la planification familiale dans le système de santé. Il faut garantir que nous avons les personnes et les prestataires de services. Troisième point d'entrée, d'être sûr que les prestataires sont disponibles pour fournir ces services. Pour allouer les ressources, il faut savoir quelles sont les ressources dont nous avons besoin, qui a besoin de ces ressources et qui a ces ressources. Si nous voulons vraiment avoir une couverture universelle, il faut avoir toutes ces informations. Nous avons besoin des données pour l'intégration et la validation de la planification familiale. Donc, il faut travailler avec des partenaires pour mieux comprendre ce qu'il nous faut pour renforcer les services de planification familiale. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Avenir Health et nous avons créé une base de données sur la planification familiale. Cette base de données prend les informations sur le pays
Et nous pouvons analyser les informations pour déterminer qui sont les points d'entrée stratégiques. Nous pouvons prioriser ces points d'entrée et nous pouvons aussi utiliser les ressources pour alimenter les programmes basés sur, qui ont été élaborés basés sur les données. Il nous faut aussi des données sur les questions de santé avec les données sur l'accès. Cela peut nous aider à atteindre plus de zones rurales, de concevoir des programmes inclusifs et de fournir un accès équitable aux services, même pour les populations les plus vulnérables et les populations qui seront touchées par les effets du changement climatique. Maintenant, je vais parler du deuxième point d'entrée, d'avoir les personnes qui peuvent fournir ces services. Voilà pourquoi il faut renforcer les capacités et pourquoi nous avons besoin des politiques de prestations. Nous travaillons dans plusieurs pays où nous savons que les agents de santé communautaire qui peuvent donner des injections de DMPA sous-cutanées. Pour mobiliser les ressources humaines dont nous disposons et nous pouvons renforcer la capacité de ces personnes de faire ces actions. Nous pouvons améliorer l'accès pour les populations. Nous pouvons aussi travailler avec les sages-femmes. Nous avons tiré des enseignements de nos expériences avec le Maternal Health Fund. Nous savons qu'avec ce fonds fiduciaire, nous pouvons travailler avec des partenaires pour assurer la formation des écoles des sages-femmes sur les méthodes de longue durée. Nous allons aussi continuer à mettre un accent sur la planification familiale postpartum et post-avortement. Ce sont des points essentiels. Troisième point d'entrée. Nous savons que les services publics est essentiel, mais nous pouvons aussi utiliser de nouvelles approches, les approches du marché parmi d'autres. Un exemple pratique vient du Ghana. Je sais que nous avons un participant du Ghana qui est ici avec nous. Peut-être que ce participant peut partager un peu plus d'informations pendant la séance questions-réponses. On a intégré la planification familiale dans l'assurance nationale, l'assurance maladie nationale. Pendant l'événement CPD, le Ghana a parlé du fait que les études nationales nous ont montré que même s'il y a des coûts initiaux, les bienfaits sont énormes par rapport aux coûts liés à la santé maternelle. Nous savons que sur le long terme, cela ne coûte pas trop cher d'intégrer la planification familiale dans les systèmes d'assurance maladie nationaux. Nous avons d'autres possibilités. En Ouganda, nous utilisons des programmes pour améliorer l'accès aux services de santé maternelle et de planification familiale. Ce sont des bons et des coupons que nous utilisons en travaillant avec le gouvernement et les organisations en Ouganda. Donc, je m'arrête là pour entendre la réponse de mes collègues. Merci. Merci, Dr. Gifty. Et j'apprécie fortement l'emphase que vous avez mis sur la recherche, les données et l'importance d'inclure la planification familiale dans les
les programmes de la CSU avec la COVID-19, nous avons vu la réaffectation des ressources. J'aimerais aussi parler des sages-femmes qui sont essentielles. Il est important d'avoir les données pour démontrer l'importance de ces investissements continus et pour démontrer l'impact de l'intégration de l'APF. Et maintenant, je demande au ADB de parler des arguments pour l'intégration de la planification familiale. Il faut parler des études pour mieux comprendre l'importance de l'APF dans le financement de la CSU. Je sais que ce n'était pas une question que nous avons écrite avant, mais je pense qu'il est très important. Merci à tous mes collègues pour tout ce qu'elles ont dit. Oui, il est essentiel d'être sûr qu'il y a un mécanisme de financement qui assure la durabilité des services fournis dans les programmes de la CSU. Surtout pour la planification familiale, un des mécanismes qui a le plus d'impact, qui est nécessaire dans ces programmes de services, quelque chose que nous avons identifié avec nos partenaires et qu'une fois qu'on a intégré l'APF dans la CSU, il faut avoir des informations sur les économies. Parce qu'avec les économies qu'on a réalisées avec l'intégration, nous pouvons allouer ces ressources au programme de la CSU. Donc, si vous pouvez démontrer l'efficacité et l'impact, vous pouvez continuer à renforcer le processus et le programme. Il existe des difficultés, des complications qui sont liées au canal choisi. Cela peut être des impôts ou des agences. Ce sont des éléments essentiels et le financement est une partie importante. Mais d'abord, il faut préciser ce que cela veut dire, comment mettre en œuvre, comment travailler avec le gouvernement, avec le ministère de la Santé ou même le ministère de la Planification. Une fois que vous avez présenté les données probantes, tout commence à fonctionner plus rapidement. Et donc, le plaidoyer sera essentiel pour la bonne prise de décision. Merci, Madame. Si vous voulez compléter la réponse, vous avez parlé des besoins du changement de comportement, de l'engagement des communautés. Si vous avez quelques réactions aux réponses précédentes, allez-y. Oui, je suis ravie que nous sommes en train de discuter de ces sujets. Le Dr. Adiko a parlé des questions de financement et je pense qu'il est important de reconnaître les efforts du FNUAP pour l'intégration de la planification familiale dans les systèmes d'assurance maladie. Nous avons parlé des effets de ce domaine et de l'importance de l'intégration de ce domaine dans d'autres domaines. Cela continue à se passer. Il faut continuer à fixer l'objectif des besoins non satisfaits qui ne sont pas satisfaits à cause des ressources limitées, surtout les limitations des produits et la non-utilisation des méthodes de longue durée. Nous devons envisager aussi davantage de méthodes masculines. On n'a pas suffisamment de données. Nous avons procédé à une analyse concernant les dépenses et nous nous sommes aperçus que 85% des budgets étaient
consacré à la stérilisation et 3,5% seulement du tout petit budget de la planification familiale, il est minuscule. C'est pas étonnant que nous ayons des besoins non satisfaits aussi considérables. Selon nos analyses, nous avons partagé les résultats et Adébi a dit, pardonnez-moi si j'ai écorché votre nom, qu'il y a une analyse en place et c'est exactement ce qui se passe en Inde. La reconnaissance du fait qu'il y a un besoin non satisfait considérable pour les méthodes temporaires, les méthodes de longue haleine, les méthodes modernes, mais nous avons très peu d'argent. Le résultat a été qu'il y a eu des interventions au bout de 30 ans d'inaction. Donc, il est très important que nous continuions à faire des analyses budgétaires et à identifier les besoins. C'est là que nous pourrons mobiliser les fonds dont nous avons besoin. Et ça, c'était un des points. Amy, je sais que vous avez posé une deuxième question. Pardonnez-moi. Pas de souci. Je crois, Poonam, que vous avez parfaitement répondu pour l'ensemble du panel. Je veux m'assurer que nous avons le temps d'examiner toutes les questions qui nous sont soumises par notre public. Dr Gifty, vous avez vu, il y a une question qui concerne la base de données des opportunités du FNUAP. Vos collègues sont en train de répondre avec des liens et autres, mais souhaitez-vous peut-être en parler brièvement ou ou ces liens ont-ils répondu à toutes les questions? Je voulais simplement attirer l'attention sur qui est dans la fenêtre de chat. C'est un outil que nous avons élaboré, mais pas seulement pour le FNUAP. Nous essayons de regarder toutes les données pour tous les pays et de voir où se situent les carences. Comme ce que Poonam vient de dire, pardon, je n'arrête pas de vous appeler Poonim, non, c'est Poonam. Donc, ceci est déterminé par les données. Les pays peuvent cibler exactement quels sont les défis qui restent, qu'il leur reste à surmonter. Et nous pouvons partager les informations avec tous les participants intéressés. Et nous pouvons. Ce qui est important pour nous, c'est que les pays acceptent et valident les données. Là, à ce moment-là, ça devient utile. Et à ce moment-là, on peut s'en servir pour les programmes du FNUAP. C'est censé être une base de données globale. Ce n'est pas simplement parce que le FNUAP est en train de contrôler les objectifs, etc. Merci. Tout à l'heure, vous avez travaillé avec vos partenaires à Adébi sur cette question, mais vous avez peut-être quelque chose à ajouter, mais j'aimerais poser une question d'un de nos participants. La plupart du temps, l'ensemble de la gamme des méthodes de planification familiale n'est pas inclus dans les montages d'avantages qui sont fournis au niveau de la planification familiale. Comment pouvons-nous nous assurer de l'inclusion de toutes les méthodes de planification familiale dès le début? Il semble qu'il y ait un certain retard dans un grand nombre de pays. Merci, Amy. J'aimerais me fonder sur l'exemple de nos partenaires du Ghana, déjà mentionné par le Dr Adiko, et qui ont appuyé les efforts de MSI pour générer des données factuelles. Il ne s'agissait pas simplement d'éléments aléatoires, mais en montrant l'impact, il nous a été possible de montrer toute une série d'informations sur la disponibilité des méthodes qui ont permis d'assurer l'accès à la planification familiale sans se concentrer uniquement sur les méthodes de courte durée, de longue durée. Donc, voir ce qui avait le plus d'impact pour garantir l'accès, accroître l'accès et la possibilité d'acquisition de ces méthodes. Ceci est confirmé par l'évaluation de MSI et de ce qu'ont fait nos partenaires en Zambie. Il ne s'agit pas simplement de présenter les données factuelles sur l'impact, il faut qu'il y ait une combinaison de stratégies de communauté
pour permettre de créer un ensemble de méthodes qui inclut les services de planification familiale et d'autres, afin d'éviter que les impacts que l'on recherche sont atteints. Donc, on ne veut pas réduire la planification familiale parce que ça ne fera pas avancer. Donc, l'on veut inclure toutes ces données dès le début, y compris les stratégies de plaidoyer pour expliquer pourquoi c'est important pour s'assurer que les services sont disponibles dans l'ensemble. Je vous remercie, c'est excellent et l'exemple pays est très important. Je vois que j'ai des collègues qui sont en train d'inclure leurs expériences de pays. Poonam, je me tourne vers vous pour la question suivante qui correspond à ce dont vous avez parlé tout à l'heure en termes de la dernière ligne droite, cette passion, notre objectif de ne laisser personne derrière. La planification familiale est un élément crucial de la couverture sanitaire universelle. Il est très difficile de toucher les populations démarginalisées, isolées. Il y a des mythes, des obstacles culturels, des obstacles liés au genre. Est-ce qu'il y a des pratiques de haut impact qui permettent de transmettre la planification familiale de manière volontaire à ces communautés et utilisons-nous les approches idoines pour engager les groupes les plus vulnérables, comme notamment les personnes porteuses de handicap? C'est une question fort vaste, mais je crois que vous avez beaucoup d'expérience en la matière. Une manière très efficace de toucher les gens, ce sont les programmes des gouvernements. Il y a un programme MPV lancé il y a 5 ans dans les 140 districts à plus haut taux de fécondité. Ce n'est pas que nous soyons concentrés sur ces districts, mais nous avons besoin de regarder tous les éléments qui sont importants dans ces 140 districts. Les résultats récents du sondage sur la santé familiale ont prouvé leur efficacité d'une approche exhaustive. Nous apprécions cette approche de la planification familiale dans le contexte des 140 districts. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais ceux qui le souhaitent peuvent aller sur la page du ministère de la Santé pour la santé familiale, regarder le MPV et je suis personnellement ravie de voir qu'après que l'on ait obtenu les résultats de ce sondage, on a enregistré des succès considérables dans ces districts les plus marginalisés. Donc maintenant, le gouvernement a décidé d'étendre ce programme, ce qui est appuyé énergiquement par la société civile et l'identification d'autres carences. Nous avons des gens qui font le plaidoyer en la matière. Nous avons plus de 260 ONG en Inde et qui font tout un travail considérable en la matière. Donc, nous sommes en train d'identifier les lacunes, d'en faire part au gouvernement, ce qui fait que lorsque le programme sera étendu, il prendra en considération ces éléments. Je voulais aussi mentionner le travail de PFI, 182 épisodes d'un feuilleton sur la télévision dans lesquels nous essayons de changer les comportements, les normes sociales, la planification familiale. Le succès de ce programme a été considérable parce qu'il insistait sur l'autonomisation des femmes, les changements de comportement. Et j'aimerais dire que notre programme a fait une différence. Mais en plus, j'aimerais vous dire qu'à l'échelle mondiale, nous avons observé des évaluations, des recherches qui ont été faites sur les programmes de communication de cette nature en Afrique, dans bien des pays, partout, et les taux de fécondité sont passés
ont diminué grâce en particulier à ces programmes. Donc, je pense qu'il est important de mentionner ces exemples. Et troisièmement, je voulais dire que nous avons un grand nombre d'opportunités, le sommet du G20, FP 2030, le CFP, autant d'opportunités et de grandes alliances qui fonctionnent toute l'année. Cela nous permet de nous assurer que la couverture sanitaire universelle devient réalité pour tous. Merci, Poonam. Une réalité pour tous et il y a des efforts de plaidoyer dans tous ces espaces mondiaux avec ces questions qui se recoupent, qui sont très importantes si nous voulons atteindre notre rêve. Je voulais inviter Howard Friedman, un autre de nos collègues du FNUAP, parce qu'il y a des questions sur les cas d'investissement du FNUAP. Howard, pourriez-vous nous en parler brièvement? Puis nous aurons un peu de temps pour le dialogue avant que nous nous donnions la parole au docteur Dubé. Merci, je suis ravi d'être là. En termes des cas d'investissement, il est important de réfléchir aux perspectives. Investir dans la santé, dans la planification familiale, c'est non seulement quelque chose de bien à faire du point de vue de la perspective droit de la personne, mais c'est aussi important au plan économique et nous nous en servons dans les dialogues avec les ministères des Finances et d'autres membres de la communauté financière. Le FNUAP travaille en partenariat avec différents groupes de référence dans les pays mêmes, impliquant les ministres de la Santé, les ministres des Finances, d'autres, les ONG, des chercheurs à l'échelle locale et des experts dans ce secteur afin d'élaborer des outils qui sont disponibles. Il y en a un que vous voyez dans la fenêtre de chat qui permet d'identifier les coûts, les impacts et les avantages de l'intensification et du développement des services de planification familiale. Ces cas d'investissement sont des outils extrêmement puissants dans le dialogue pour aider les pays à comprendre où ils peuvent s'améliorer, où ils peuvent intensifier les services et de combien d'argent ils ont besoin, car ceci est lié au financement actuel. Donc, on identifie les carences en termes de financement. Je le répète, il s'agit d'exercices qui sont appropriés par les pays, qui sont validés par les gouvernements et c'est une excellente manière de faire progresser le processus. Davantage d'informations sont disponibles dans la fenêtre de chat et je vous remercie de m'avoir permis d'en parler. Merci Howard, merci au FNUAP, merci à tous. Un grand nombre d'entre vous sont en train d'échanger des liens, des outils, des anecdotes dans la fenêtre de chat. J'ai du mal à suivre, il y a beaucoup d'enthousiasme aujourd'hui pour la question dont nous parlons et je voudrais soulever une autre question pour tous ceux qui aimeraient répondre. Nous recevons un certain nombre de questions concernant les investissements du côté de l'offre et de l'approvisionnement autour des prestataires et puis des questions plus spécifiques sur les produits. Je ne sais pas si nous aurons le temps de répondre à tout cela avant que le docteur Dubé, mais essayons. La première question est la suivante. L'inclusion et la couverture d'assurance est importante, mais un mauvais approvisionnement fait qu'il peut y avoir peu d'implication des prestataires et de résultats. Y a-t-il eu des efforts qui ont été faits au niveau de la prestation, au niveau de l'offre et de la demande pour nous assurer qu'il y ait suffisamment de prestataires de services de planification familiale respectant les critères minimums de qualité permettant aux bénéficiaires d'avoir une assurance, une couverture d'assurance? Ça a été difficile pour la couverture de santé universelle dans un grand nombre de sujets. Qui va essayer de répondre? Merci beaucoup, c'est une excellente question. Nous pensons au système de santé, il y a plusieurs composantes. Nous avons le modèle de l'OMS. Avec la prescription des services, nous pouvons travailler avec des pays pour analyser les données, pour mieux comprendre les interactions entre les données dans des établissements sanitaires sur la population, l'accessibilité et la distribution géographique. Donc, nous avons pu déterminer les établissements nécessaires pour fournir des services à chaque communauté dans un délai de 2 heures. Il y a moins d'établissements de
livraison qui ne sont pas toujours utilisées. Avec les questions de la main-d'œuvre, le FNAP a des programmes axés sur les sages-femmes avec notre fonds fiduciaire. Les sages-femmes sont essentielles pour assurer la couverture universelle. Les sages-femmes peuvent fournir une grande partie des services de santé maternelle, infantile, et nous reconnaissons que il y a beaucoup de possibilités en travaillant avec des sages-femmes et en mettant à l'échelle les programmes pour les sages-femmes. Par rapport aux produits, le FUNAP est un des plus grands fournisseurs des préservatifs et des contraceptifs. Selon les estimations, nous avons aidé à prévenir plus de 95 millions de grossesses non souhaitées et plusieurs millions de morts maternelles. Nous avons un portail, nous avons des visualisations qui peuvent nous aider à identifier les populations qui ont besoin de services et pour identifier les lacunes de couverture pour la population. Donc, nous pouvons déterminer où il faut continuer à travailler. Merci, Howard, parce qu'en fait, vous avez répondu à la question sur les agents de santé communautaire et la distribution des tâches. Nous avons reconnu l'importance des sages-femmes, surtout en améliorant l'accès pour les adolescents. Adebiye ou Poonam? Oui, c'était une réponse assez complète qu'Howard a présentée, mais j'aimerais ajouter quelque chose. En Inde et dans plusieurs régions africaines, nous savons qu'il y a des problèmes de gestion. Les ministères ont besoin de l'assistance professionnelle pour répondre à ces besoins. J'aimerais ajouter que les agents de santé ont leur rôle à jouer. Ils peuvent aider les communautés de santé à déterminer quels sont les produits essentiels. Les produits peuvent coûter cher. Nous cachons derrière le manque de financement disponible pour l'achat des produits. Nous avons besoin dans ces pays, y compris l'Inde et d'autres pays, il nous faut garantir que chaque produit qui est disponible aux femmes quelque part dans le monde soit disponible pour toutes les femmes du monde. Oui, tout à fait. Nous arrivons à la fin de cette partie, mais Adebiye, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, très rapidement. Howard et Poonam ont parlé des éléments clés de la réponse, mais j'aimerais ajouter la perspective des organisations de la société civile. Je vais parler de la perspective de nos partenaires en Inde qui travaillent depuis longtemps sur les questions de la responsabilité de la CSU, le processus de livraison ainsi que le processus de l'impact sur la communauté. Ces équipes ont travaillé pour identifier les carences en travaillant avec les équipes de santé du district pour identifier où on a besoin de au niveau de la communauté, du côté de la demande, afin d'assurer que nous répondons aux besoins au niveau local. Il faut identifier, il faut reconnaître les lacunes et les solutions potentielles. Voilà où les organisations de société civile peuvent assurer que le côté de la demande, le côté de l'offre sont en équilibre.
Merci. C'est très important de savoir comment les partenaires, les agences multilatérales, les organisations de société civile, chacun d'entre nous a son rôle à jouer, non seulement pour la réalisation de la CSU, mais aussi de continuer à avoir cette perspective basée sur les droits de la planification familiale, ainsi que de continuer à renforcer le soutien pour la main-d'œuvre essentielle et de renforcer le système de santé en général et comment la planification familiale peut contribuer à ce renforcement. J'ai vu que nous avons beaucoup de demandes pour les liens vers la série télévisée et tout ce que vous avez fait avec les chatbots et avec les BCC dans d'autres pays. Donc, nous allons partager les informations, les liens avec vous tous. Merci à nos intervenants d'avoir répondu à les questions et d'avoir interagi avec les autres invités. Je vais passer la parole au Dr Dubé. Le Dr Dubé est ici avec nous. Donc, je vous demande tous de remercier nos panélistes. Et maintenant, nous allons passer la parole au Dr Dubé pour quelques remarques de résumé. Donc, à vous. Merci beaucoup, Amy. Merci d'avoir organisé ce panel de conférenciers distingués. Merci à tous nos intervenants. Merci à Gifty d'avoir parlé des efforts du FNAP. Merci Howard. Merci à PAI pour ce qu'elle fait pour ces objectifs, pour les objectifs du programme de la CSU. Et aussi, un grand merci à tout ce que les organisations de société civile font pour réaliser nos objectifs. Merci encore à Poonam d'avoir mis des phares sur ce qui se passe en Inde. Quand nous parlons de la couverture santé universelle, il est important de penser non seulement au côté de l'offre, mais aussi au côté de la demande. Les changements devraient être logiques du point de vue économique. Les investissements dans la planification familiale et dans la couverture santé universelle ont un fort impact non seulement dans la vie des femmes et de la population, mais aussi ont des impacts sur l'économie. Nous ne devons pas simplement penser au retour sur investissement, mais à d'autres éléments aussi. Les partenariats et l'engagement avec des autres qui sont ici avec nous aujourd'hui, par exemple les organisations comme la MSH, le PAI, et nous sommes très reconnaissants de ces partenariats. À mon avis, la planification familiale est essentielle pour la réalisation de la couverture santé universelle. À mon avis, nous parlons des questions d'universalité. Nous avons des questions sur les méthodes qui seront couvertes par le système. Une couverture efficace nous aideront à améliorer la qualité de vie et de réaliser nos objectifs pour les femmes. Donc, avec la couverture santé universelle, l'inclusion de la planification familiale et la santé reproductive sont essentielles pour que ce soit une couverture efficace. Donc, la couverture ne devrait pas être simplement pour les soins de santé de base. Je crois que le CSU représente un élément de protection. La CSU ne peut pas faire des progrès sans l'intégration de la planification familiale parce que les femmes et les filles partout dans le monde peuvent se trouver dans des situations précaires, des situations difficiles si elles n'ont pas accès à la planification familiale et les services de la PFSR.
Donc, nous pouvons utiliser les programmes de la CSU pour encourager plus d'accès aux services de la PFSR. Il faut mobiliser les ressources pour que ce soit accessible pour tous. Nous avons besoin d'utiliser les leviers stratégiques pour encourager plus de dialogue sur la CSU, la planification familiale. Il faut profiter de cette occasion du développement des plateformes d'engagement et pour l'intégration de la planification familiale dans la couverture universelle. Je suis très heureuse de savoir que ces opportunités existent. Nous pouvons intégrer les efforts de PIF dans des efforts existants pour la CSU. Nous avons déjà plusieurs organisations qui travaillent sur ces deux éléments, comme le PAI, le MSH et d'autres. En regardant à l'avenir, nous pouvons travailler pour assurer que la CSU répond non seulement aux besoins que nous avons constatés pour les femmes et les filles, mais aussi répond aux besoins non satisfaits que vous avez mentionnés. Il nous faut aussi continuer avec l'échange entre pays et les discussions entre les pays différents pour partager les solutions potentielles. Il nous faut plus de connexions entre les partenaires pour créer plus de contenu, pour mieux identifier les priorités et les difficultés. Et si vous avez parlé de l'importance du cadre, ce qui est important est d'avoir ce cadre et de mettre en œuvre ce travail. Nous croyons que FP 2030 représente une opportunité et peut combler la lacune entre les besoins et la réalité. J'ai aussi constaté qu'il y a des informations dans la boîte de chat sur l'engagement des pays individuels. Nous avons besoin de comprendre l'engagement des pays pour réaliser la CSU. Nous avons besoin de ces engagements, ces grands engagements. Et nous accueillons l'engagement des organisations de société civile, des gouvernements et de plusieurs parties prenantes de plusieurs secteurs. Je travaille avec FP 2030, avec le secteur privé pour trouver des solutions pour la CSU et la PFSR. Si nous n'avons pas de données sur les coûts et les détails de livraison, nous ne pouvons pas achever nos objectifs. Il est essentiel que nous utilisons l'expertise de tous les secteurs, y compris le secteur privé, pour comprendre non seulement les demandes, les besoins, mais aussi comment pouvons-nous fournir ces services, comment pouvons-nous définir les besoins. Ce programme ne peut pas être réalisé par une personne, par un gouvernement, par une organisation de société civile. Il nous faut toutes les parties prenantes. C'est un programme énorme. Nous avons besoin de l'implication de toutes les parties prenantes. Il nous faut cette couverture universelle. Il nous faut cette intégration de la planification familiale. Il faut reconnaître le rôle de chaque partie prenante pour réaliser une couverture santé universelle efficace. Ceci dit, merci à vous tous d'avoir participé à ce forum. Merci de nous avoir
demander de réfléchir plus et de passer de la théorie à la réalité. Les pays comme le Rwanda, les pays comme le Ghana qui sont en train de réaliser les objectifs. Merci à vous tous. Merci pour votre temps et nous attendons avec intérêt le partage des expériences et les autres dialogues. Merci. Amy, à vous. Merci, Dr. Dubé. La prochaine fois, vous ferez partie du dialogue parce que j'aimerais que nous discutions plus avant certains des points que vous avez soulevés, notamment la question des droits et pas simplement du rendement. Je crois que vous nous avez aidés à bien nous concentrer sur le fait que nous devons travailler ensemble sur ce programme absolument considérable et en partenariat. Je vous rappelle que je vous remercie tous d'être là. Nous vous demandons de vous joindre à nous pour le prochain dialogue qui aura lieu en août et un troisième qui aura lieu en octobre. Vous êtes déjà sur la liste si vous vous êtes inscrit pour le dialogue d'aujourd'hui. Certains d'entre vous ont demandé l'obtention des présentations. L'enregistrement va vous être envoyé à la suite de la réunion et nous partageons des éléments clés de la réunion sur les différentes plateformes des médias sociaux, Twitter, LinkedIn et d'autres. Si vous êtes avec nous jusqu'à la fin, je tiens à vous remercier tous. Un grand merci à nos panélistes de nous avoir fait part de leur inspiration. Poonam nous a parlé de son rêve de obtenir la couverture de santé universelle et j'espère vraiment, vraiment que nous pourrons tous continuer à parler pour faire de ce rêve une réalité. Je vous donne rendez-vous lors de dialogue prochain et de vous retrouver en Thaïlande pour la conférence internationale sur la planification familiale. Merci aux organisateurs, merci à tous ceux qui travaillent dans la coulisse pour nous assurer que tout fonctionne bien et merci aux interprètes. Je sais que c'est quelquefois difficile de continuer à aller avec nous, avec tout l'enthousiasme de nous ne faisons pas. Et je vous remercie à tous d'être venus et je vous souhaite une excellente fin de journée.